Chers amis téléspectateurs de TVL, le succès et la polémique autour du film Vaincre ou mourir ont braqué les projecteurs sur le drame des guerres de Vendée. Le temps est-il venu de regarder courageusement en face l'histoire de ce drame absolu? TVL va participer à ce travail en vous proposant une émission réunissant 4 spécialistes, 4 sommités, et en prenant aussi le temps de saisir les vérités sur cette période qui fut en tout point abominable. Mes invités, je vous les présente tout de suite. Philippe de Villiers, ancien député, ancien président du conseil départemental de Vendée, écrivain, créateur du Puy du Fou. Bonsoir. Bonsoir. Philippe de Villiers, merci d'être là avec nous, avec bien évidemment celui qui a organisé cette manifestation et cette émission, c'est Reynald Sécher, écrivain et historien de la Vendée. Bonsoir Reynald Sécher. Bonsoir. Bonsoir à Jacques Villemin, énarque, juriste, auteur de plusieurs ouvrages de référence aussi sur les guerres de Vendée. On les verra au fur et à mesure de cette émission. Bonsoir. Bonsoir à vous et bonsoir à Guillaume Bernard, historien du droit, professeur à l'ICES, qui est aujourd'hui l'Institut catholique de Vendée. Donc nous sommes Martial. Au cœur de la Vendée et avec des Vendéens. Avant d'entrer donc dans le vif de notre sujet, je vais me tourner, si vous me le permettez, vers Philippe de Villiers afin de savoir comment il interprète le succès en salle, plus de 300 000 téléspectateurs, du film Sur Charette, Vaincre ou mourir. Quelle est votre interprétation, Philippe de Villiers? Elle est double. D'abord, il y a une soif inextinguible de connaître, de savoir ce qui s'est passé en Vendée. Parce que le bruit court quand même depuis 2 siècles, qu'il s'est passé des choses qui ne sont pas très belles à connaître. Ça, c'est la soif. Ceux qui ne savent pas. Une immense majorité de gens qui ont vu le film. Mais il y a autre chose. Il y a un mot de François Furet, dans son dictionnaire sur la Révolution, où il dit « La République, depuis 2 siècles, a laissé la Vendée seule avec son malheur ». Et il y a beaucoup de Français, notamment qui sont venus au Puy du Fou, qui ont lu les œuvres de ces sommités qui sont autour de nous, et qui se sont dit il y a un gène terroriste dans l'ADN de la Révolution. Et je comprends les esprits de la haute société en panique, avec la une de Libération, etc. Il y a eu une peur panique de ce film, dans le camp d'en face, et je les comprends, parce qu'en fait, ce film a donné la chiquenaude. On ne pourra plus continuer à mentir par omission sur le génocide de la Vendée. Eh bien écoutez, si vous me permettez, on va démarrer sur ces phrases-là. Notre émission qui est, selon les mots de Reynald Sécher, qui a souhaité cette émission, faire un peu une émission de référence. C'est-à-dire que les téléspectateurs et au-delà puissent avoir tous les éléments. Et pour avoir tous les éléments, je vous propose dans un premier temps de nous intéresser aux faits et à la compréhension de ces faits. Je peux dire un tout petit Bien sûr. Sur les gens qui sont ici, là. Pour moi, c'est une grande joie d'être là. Avec vous d'abord, Martial. Merci. Parce que j'aime bien venir... je suis rarement invité, mais bon. Bon, j'aime bien venir chez vous. Bon. C'est vraiment une voie de la liberté, on est bien là, on se sent bien, on respire amplement. Alors, sur les personnages qui sont ici, il y a le poids, il y a la charge morale, ils portent la charge morale de la Vendée. Ils ont fait beaucoup progresser la cause de la vérité. Et Guillaume et Jacques me permettront de me tourner d'abord vers Reynald pour dire que sans lui, ce ne serait rien passé. Pendant que moi, je gravissais la montagne du mensonge sur le versant estival, le plus facile, celui du beau, lui gravissait l'autre paroi, la plus difficile, la plus rocailleuse, sur le pan du mensonge pour aller jusqu'à la vérité. Et quand on s'est retrouvé en haut, sans se connaître, on a prononcé le même mot, génocide. Mais celui qui a fait la percée conceptuelle, avec des gens comme Pierre Chenu, avec justement des gens comme François Furet et quelques autres, c'est Reynald. Et le travail qui a été fait par Guillaume Bernard et par Jacques
évidemment, donne une amplification majeure. Et les derniers travaux de Jacques Villemain, c'est immense, parce que c'est la démonstration que les conditions du génocide ont été réunies. Et je vous prédis, après je me tais, que maintenant que la chiquenaude est donnée, il y aura bientôt le pardon. La République demandera pardon. On va parler de cela. C'est important aussi ce que vous dites. C'est essentiel. On va en reparler, je vous promets. Il faut demander pardon. Parce que pour l'instant, les Vendéens, ils n'ont pas eu de sépulture officielle. Et tant que la République n'aura pas demandé pardon, il y aura toujours cette poche d'amertume. Je vous promets, je poserai la question. Et qui est néfaste pour l'unité de notre souvenir commun. Je poserai la question, et on verra si d'ailleurs l'ensemble de nos invités sont d'accord là-dessus. Reynald Sécher, jusqu'en 1980, tout le monde s'accordait, vendéens comme jacobins, pour ne voir en Vendée qu'une, on va dire, une simple guerre civile, comme il y en a eu beaucoup d'autres en France. Et en quoi vos travaux, que je vois dans cet ouvrage intitulé « Vendée du génocide au mémoricide », pourquoi vos travaux bouleversent cette approche unanime? Alors mes travaux bouleversent cette approche parce qu'effectivement tout le monde était d'accord là-dessus, guerre civile, guerre civile. Et en fait, lorsqu'on étudie la chronologie des guerres de Vendée, qui commencent en mars 1793 et qui vont s'achever pour la première guerre le 2 décembre 1794, on se rend compte qu'il y a toute une chronologie qui se décompose sur le terrain de manière très concrète, mars, juin, c'est-à-dire que les Vendéens prennent possession de leur territoire, fin juin, c'est l'attaque de Nantes et l'échec, là c'est un équilibre des forces en présence, et à partir de décembre, janvier 94, c'est l'inversion et les Vendéens se retrouvent en minorité et sont exterminés. Mais parallèlement, ce qu'on n'avait pas vu, c'est qu'à l'intérieur de la guerre civile, il y avait une histoire officielle, qui est une histoire légale, qui a été pensée au plus haut niveau de l'État, c'est-à-dire le comité du salut public. Et ce qui est unique dans l'histoire de l'humanité, et en tout cas dans l'histoire contemporaine, c'est que ça a été voté par une addition de lois le 19 mars 1793, le 1er août 1793, le 1er octobre 1793, le 7 novembre 1793. Et dans le cadre de ce vote, a été mise en place une idée absolument incroyable d'exterminer les Vendéens, non pour ce qu'ils avaient fait, mais pour ce qu'ils étaient. Politique d'extermination et politique d'anéantissement. C'est ça qui est nouveau. Et comme me le disait Philippe tout à l'heure, c'est que nous avons là l'émergence d'une idée totalitaire qui a été conçue au plus haut niveau de l'État en conscience partagée et qui a été mise en œuvre au plus haut niveau de l'État avec une chaîne de commandement et qui arrive à des résultats que l'on connaît. Quand on avait parlé de ça récemment, tu m'avais dit une chose qui m'avait beaucoup frappé, qu'on ne dit pas, et tu ne l'as pas dit là. Mais c'est très important. C'est que toi, ce que tu as démontré, c'est que dans les décrets et lois, les trois lois, la loi du 1er août, la loi du 1er octobre, la loi du 7 novembre, donc il y a la gradation suivante. Extermination des hommes, ce n'est pas un mot de Reynald Sécher. C'est dans la loi, le mot. Il faut que les gens qui nous regardent entendent ça. Et la première loi, elle est plutôt gentille. Extermination des hommes et déportation des femmes. Déportation, ce n'est pas une invention de Reynald Sécher. Bon. Déportation des femmes, des enfants et des vieillards. La deuxième loi, on monte d'un cran. Il y a plus de... C'est extermination pour tout le monde. Femmes, enfants, vieillards compris. Et la troisième loi, suppression du département. Suppression du département. C'est pas une invention, c'est pas Guillaume Bernard qui a inventé. Le département s'appellera département vengé. Et l'expression utilisée dans la loi, c'est dépopulationner. Bon, alors il n'y a même pas besoin de parler, il parle de la race impure. Bon,
Donc toutes les trois caractéristiques du génocide ont été démontrées par ces messieurs, mieux que je ne saurais le faire. Mais j'insiste sur un point, le mot extermination, il est dans la loi. Alors pour aller plus loin que ce que dit Philippe, si on parle de la troisième loi qui concerne, la quatrième loi qui concerne directement les Vendéens, il y a aussi cette idée de repeupler la Vendée, c'est-à-dire que l'on constate qu'il n'y a plus d'habitants en Vendée et qu'il faut la repeupler et faire un transfert de population des départements français qui vont choisir X habitants qui vont venir s'implanter pour régénérer le département de la Vendée. Moi, je vais poser une question à Jacques Villemin, à vous tous d'ailleurs, mais peut-être à Jacques Villemin qui a été l'auteur et qui est l'auteur de Génocide en Vendée. C'est son dernier ouvrage aux éditions du Cerf que vous retrouvez sur la boutique TVL, tvl.fr. Est-ce qu'on doit utiliser ce terme de génocide? Alors, je sais bien que c'est aussi une discussion qui revient souvent. Est-ce qu'on doit utiliser le terme de génocide ou de populicide? Et je veux dire à Jacques Villemin que parmi les opposants au terme de génocide, et je pense à Jean-Clément Martin, il considère, je cite, que sans l'intention idéologique appliquée à un groupe bien délimité, la notion de génocide n'a pas de sens. Or, il n'est possible ni de trouver une identité vendéenne préexistante à la guerre, ni d'affirmer que c'est contre une entité particulière, religieuse, sociale, raciale, que la Révolution s'est acharnée. Qu'est-ce que vous répondez tous à cela? Génocide vraiment ou populicide? Alors, génocide. En fait, M. Martin se taille une définition du génocide pour la thèse qu'il prétend démontrer, mais ce qu'il prend n'est pas la définition légale. La définition légale ne requiert aucun présupposé idéologique, puisque par exemple, le génocide de Srebrenica, il n'y a pas d'idéologie derrière, c'est un acte terroriste dans lequel, du moins c'est la conclusion du tribunal qui l'a jugé, on a voulu épouvanter la population bosniaque en commettant un massacre général à Srebrenica, et la chose s'est commise un peu dans le feu de l'action. On n'est pas du tout dans le cadre d'un génocide du genre nazi dans lequel il y a une idéologie dont le génocide est la réalisation. Ce que voulaient, selon le tribunal, les Serbes à Srebrenica, c'était, au fond, le fameux nettoyage ethnique. Et donc, il fallait faire peur aux gens. Et en massacrant la population, en tout cas masculine, de toute une ville, on se dirait comme ça, les autres comprendront, fuiront, et on aura le terrain pour nous. Donc, il n'y avait pas d'idéologie là-dedans. Il y avait une espèce de terrorisme. Voilà. De la même manière, donc l'intention idéologique n'est pas un critère. De la même manière, une entité définie, oui, mais une entité définie dans le regard du persécuteur. C'est-à-dire que là aussi, il faut prendre le droit tel qu'il est. Le critère de la jurisprudence internationale, c'est qu'il doit s'agir d'un groupe stable et permanent qui, aux yeux du persécuteur, représente un tel problème qu'il faut l'éliminer entièrement. Que les Vendéens soient un groupe stable et permanent est un peu, difficilement niable. Ça fait des siècles qu'ils étaient là. Mais ce groupe stable et permanent est venu, dans les yeux des persécuteurs, c'est-à-dire de la Convention, était l'obstacle à l'avènement du monde nouveau dont ils voulaient voir la réalisation. Et donc, pour atteindre leur but, ils étaient prêts à tous les moyens. Nous régénérerons la France, même si nous devions la transformer en cimetière, disait je crois, un cimetière national. Bon, à partir du moment où on est prêt pour atteindre son but à tous les moyens, y compris celui-là, on peut désigner le groupe que l'on veut. Et si on décide, par exemple, que le monde meilleur exige qu'on massacre tous les rouquins aux yeux verts, bien que les rouquins aux yeux verts ne constituent pas, n'est-ce pas, une race, une ethnie, un groupe national ou un groupe religieux, ce sera quand même un génocide. C'est ce que les juristes appellent le critère de stigmatisation. Il faut un groupe stable et permanent qui, aux yeux du persécuteur, constitue un obstacle tel qu'il faut l'éradiquer pour faire advenir alors l'avenir radieux, les lendemains qui chantent, le règne de la race des seigneurs, ce que vous voudrez, ou simplement épouvanter les gens. Il faut simplement avoir l'intention de détruire ce groupe en tant que tel,
parce qu'il est un obstacle qui doit disparaître pour le but que l'on poursuit, lequel n'est pas nécessairement un but idéologique, même si, bien sûr, généralement, c'est un but idéologique. Mais là, vous évoquiez, M. Jean-Clément Martin, c'est un petit peu facile comme méthode, n'est-ce pas, de donner la définition qu'on veut au crime pour pouvoir dire, vous voyez bien que c'est pas ça. Non, génocide est un mot du référentiel juridique. Il n'a été créé que pour ça, puisqu'il a été créé par un juriste avant les procès de Nuremberg, et ensuite il est passé dans la loi internationale en 1948 avec la Convention de l'ONU sur le sujet. C'est un terme qui non seulement est juridique, mais qui n'est que ça. Et donc si on en prend une définition, on ne peut prendre que la définition juridique à exclusion de tout autre. Et ce que je reproche à ces historiens qui nient le génocide, c'est de se bricoler leur propre définition du crime, de manière à pouvoir dire ensuite que ça ne correspond pas à la définition. Ça n'est pas de bonne méthode, et on peut même douter que ce soit totalement intellectuellement honnête. Philippe de Villiers, vous voulez lire quelque chose? Guillaume Bernard, je vous donnerai la parole après, Rénal Sécher. Oui, je rebondis sur ce que vient de dire Jacques Villemin. Il y a une chose que nos téléspectateurs doivent comprendre, que Reynald explique 10 fois par jour, mais les gens ne comprennent pas. Et c'est là-dessus que joue Jean-Clément Martin. C'est de manière habile. Ils disent c'est une guerre civile. Alors pourquoi ils disent ça? C'est vrai, au départ. Il y a une vraie bagarre, il y a une guerre civile avec deux lignes, si l'on peut dire, face à face, les bleus et les blancs. Mais cette guerre civile, elle dure jusqu'à la fin du mois de juillet 1793. Et à partir du 1er août, détruisez la Vendée, c'est Barrère. Et à partir du 1er août, il y a Carrier, la phrase de Carrier, c'est « je veux libérer la terre de la liberté de ces monstres ». Bon. À partir du 1er août, on entre dans une nouvelle phase, c'est l'extermination. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, la Convention décide d'exterminer, et donc, avec des lois, des décrets, des plans successifs jusqu'aux colonnes infernales. Mais l'extermination, elle a commencé bien avant les colonnes infernales. Et je voudrais vous raconter une petite anecdote. Quand je suis arrivé pour la première fois de ma vie aux Épaisses, après avoir découvert la ruine du Puy du Fou, je suis tombé sur un vieux monsieur qui m'a dit « Ici, c'est la rue du Four ». J'ai dit « Ah bon, c'est quoi ça ?» Et il m'a dit d'après qu'il y a eu... ils ont enfourné les femmes, les enfants, enfin d'après... Alors j'ai cherché et j'ai trouvé. Aux archives départementales, aux archives nationales, et confirmé par les études qui ont été faites, les enquêtes qui ont été faites par Rénal, voilà ce que j'ai trouvé. Écoutez, ça, vous allez avoir froid dans le dos. Les citoyens Motel et Carpentier, qui sont en fait les représentants en mission du bocage vendéen. Donc c'est les représentants de la Convention. Bon. Ils sont tellement soulevés d'indignation par ce qu'ils voient qu'ils écrivent à la Convention. Et on a cette lettre que je vais vous lire, un petit extrait. Donc cette lettre, elle est datée du 24 mars 1794. Les colonnes infernales, ça a commencé le 21 janvier. Écoutez bien, je cite donc les citoyens Motel et Carpentier qui écrivent à la Convention. Je cite, « C'est avec désespoir que nous vous écrivons, mais il est urgent que tout ceci cesse. Turreau prétend avoir des ordres pour tout anéantir, patriotes et brigands. Il confond tout avec la même prescription. Aux Épaisses et dans plusieurs autres lieux, Amet, le général Amet, qui a son nom sur l'Arc de Triomphe, le général Amet a fait allumer des fours. Et lorsqu'ils sont bien chauffés, il y jette les femmes et les enfants. Nous lui avons fait des représentations convenables. Il nous a répondu que c'était ainsi que la République voulait faire cuire son pain. D'abord, on a condamné à ce genre de mort les femmes des brigands, donc des Vendéens, et nous n'avons trop rien dit, mais aujourd'hui, les femelles de royalistes manquant, ils s'adressent aux épouses des vrais patriotes républicains.
Déjà, à notre connaissance, 23 ont subi cet horrible supplice. Nous avons voulu interposer notre autorité. Les soldats nous ont menacés du même sort. Les fours crématoires ont été inventés en Vendée. Solzhenitsyn est venu le dire le 24 septembre au Luxembourg. Et quand j'ai fait un débat en 1989, après avoir fait ma lettre ouverte au coupeur de tête, j'ai eu en face de moi M. Jean-Clément Martin qui a dit « Le massacre des Lucs est une invention du régime de Vichy. C'est une honte. » La preuve. Guillaume Bernard. Plusieurs éléments sur lesquels je voudrais insister. Le premier, je rebondis sur ce que Philippe de Villiers vient de dire, c'est que il est extrêmement important que les téléspectateurs comprennent que la guerre d'extermination a commencé au sein de la guerre civile et qu'elle était délibérément voulue parce que même lorsque l'armée vendéenne a été battue, l'extermination a continué. Parce qu'on pourrait nous dire qu'il y a eu des dérapages, que c'était le seul moyen ou les seuls moyens qui étaient utilisables pour vaincre la rébellion vendéenne. Or, une fois que cette rébellion a été battue à Savenay, il n'y avait plus de raison de le faire. Or, ils ont continué ces moyens d'extermination qu'ils avaient commencé à partir d'août et surtout, évidemment, d'octobre 93. Octobre 93, la loi qui concerne l'extermination de la Vendée, qui suit de quelques jours la fameuse loi des suspects, qui, elle, s'adresse à l'ensemble, évidemment, de la population de la France. Bien. Deuxième élément sur lequel je voudrais insister, et ça, cette fois-ci, c'est pour rebondir sur ce que Jacques Villemain a très clairement expliqué. On nous rétorque qu'on ne pourrait pas utiliser le terme de génocide pour les événements de la Vendée, sous prétexte que ce terme n'a été créé qu'au milieu du XXe siècle. Et donc, d'une certaine manière, on nous accuse d'appliquer de manière rétroactive quelque chose qui n'était pas contemporain des événements. Or, il y a un terme qui est contemporain des événements, c'est celui qui a été créé par Gracchus Babeuf, c'est celui de populicide. Premier communiste. Bien sûr. Il faut dire, il était communiste, ça c'est pas à gauche droite. Hein. Exactement, ça n'est pas Joseph de Maistre qui a utilisé. Non. Encore que Raynald a fait la réédition du texte justement de Gracchus Babeuf sur la dépopulation de la Vendée. Bon, alors il est certain que le terme de populicide est contemporain, tandis que celui de génocide ne l'est pas. Mais il ne s'agit pas d'une application rétroactive, il s'agit tout simplement de qualifier juridiquement des faits historiques. Et rien, évidemment, ne s'oppose à ce que, si les faits historiques correspondent à la définition juridique du crime de génocide, on utilise ce terme aujourd'hui pour qualifier des événements du passé. Donc je crois que ça, c'est important de bien comprendre que ça n'est pas une application rétroactive et anachronique d'un terme, c'est une qualification juridique des faits. Faits qui étaient assez bien connus, même si on peut toujours évidemment approfondir la connaissance ponctuelle de certains événements, mais faits qui étaient assez bien connus par des historiens comme Crétino-Joly, Gabory, l'abbé Biot, voilà, j'ai oublié son nom. Mais le tournant historiographique, c'est la thèse de Raynald Sécher, soutenue donc en 1985 et publiée pour la première fois en 1986 aux Presses universitaires de France, parce qu'à partir de cette thèse-là, les faits ont été analysés. On est passé d'une description des faits à une compréhension des faits. Et c'est en cela que la thèse de Raynald est un tournant historiographique. Guillaume, je peux ajouter quelque chose que vous venez de dire. Naturellement. Les Arméniens. Le génocide arménien, 1919, c'est avant Lemkin. Bien sûr. Donc, en fait, l'idée de la rétroactivité, ça ne tient pas, puisque récemment au Sénat, le génocide, je me tourne aussi vers vous, le génocide des Assyro-Chaldéens a été reconnu par le Sénat. Donc la machine est enclenchée pour la reconnaissance du génocide. C'est au début du XXe siècle. Donc, en fait, Lemkin, il a légiféré pour le
passé comme pour l'avenir, puisque par définition, le crime contre l'humanité, il n'y a pas de notion de temps, c'est un temps indéfini. C'est imprescriptible. Donc si c'est imprescriptible, c'est dans le temps passé comme dans le temps futur. Voilà. Et si on nous avait accordé le mot populicide, mais on ne nous l'a même pas accordé, celui-là. Or, qu'est-ce que dit Gracchus Babeuf, qui est communiste? Gracchus Babeuf, qui est un homme de gauche, il est ulcéré par ce qu'il apprend sur ce qui s'est passé en Vendée. Il apprend qu'il y a un système de dépopulation. Voilà. Et donc, on ne l'a même pas accordé. Et en fait, il faut appeler les choses, Martial, par leur nom. Et les gens par leur nom. Il y a à la Sorbonne, je pèse mes mots, les derniers révisionnistes. Bientôt, ils pourront se réunir. Enfin, ils auront de quoi réunir l'ensemble de leur congrès sous un abri à trottinette. Parce que quand la vérité apparaît dans l'histoire, et finit par apparaître totalement, comme disait Saint-Ignon, la vérité ne triomphe jamais, mais ses ennemis finissent toujours par mourir. Jacques Villemin, vous vouliez rajouter un mot, et je demanderai à René Sécher aussi une précision sur ce qu'il a vécu. Sur cette histoire de rétroactivité ou d'anachronisme, en fait, l'argument du point de vue juridique qui me semble être le plus fort, c'est que si le mot génocide est du XXe siècle, les éléments intentionnels et matériels de l'infraction étaient repérés de manière immémoriale, puisque la Convention sur la prévention et la répression du crime des génocides de 1948, dit bien dans son préambule et dans son article 1 que le génocide est un crime du droit des gens. Le droit des gens, c'est historiquement le droit coutumier international. C'est-à-dire que même au XVIIIe siècle, on savait que massacrer toute une population, c'était un crime, et un crime capital. Simplement, on ne l'appelait pas génocide, on parlait à ce moment-là de barbarie. Et j'utilise ce terme parce que ce terme de barbarie est utilisé, y compris à l'époque, y compris d'ailleurs pour se défendre d'avoir commis des crimes. Les représentants, Hens et Franck Castal font à mémoire, disent « Nous n'avons jamais commis ce genre de barbarie ». Or, ce sont des hommes de loi. Ils savent ce que le mot barbarie recouvre. Et d'ailleurs, la Convention de 48, dans son préambule, dit bien que c'est un crime du droit des gens qui fait horreur au monde civilisé. Alors évidemment, on est en 48, on oppose encore le monde civilisé au monde barbare. Ce sont des termes que nous n'utiliserions plus aujourd'hui. Mais ça veut bien dire que les juristes qui ont créé cette convention pour la prévention et la répression du crime de génocide avaient bien conscience qu'ils ne créaient pas un nouveau crime, auquel cas on aurait pu opposer la non-rétroactivité de la loi pénale ou parler d'anachronisme du point de vue historien, mais qu'ils ne faisaient que faire rentrer dans le droit positif une notion qui existait dans le droit coutumier immémorial antérieur, y compris à la période de la Révolution. Et donc c'est ça qui fait que, d'un point de vue juridique, ça n'enlève absolument rien au raisonnement historique qu'a fait René Sécher, mais que sur le plan juridique, le mot génocide, par ce qu'il recouvre, est tout à fait pertinent pour la période de 93-94. Alors évidemment, à l'époque, on n'a pas le mot, on invente populicide, mais de populicide à génocide, il n'y a que la différence d'une racine grecque à une racine latine, génos contre populus. J'ai juste demandé à René Sécher. J'ai juste posé sur la guerre civile. Opposer guerre civile à génocide n'a pas de sens, parce que si des génocides ont été commis durant des conflits internationaux, les Arméniens pendant la Première Guerre mondiale, les Juifs pendant la Seconde, d'autres génocides reconnus judiciairement l'ont été durant des guerres civiles. Les Tutsis et Hutus du Rwanda, c'est une guerre civile. Srebrenica, c'est une guerre civile. Et les deux génocides reconnus au Cambodge, c'est également un gouvernement révolutionnaire qui cherche à faire advenir un monde nouveau au Cambodge. Donc, opposer guerre civile à génocide n'a pas de sens. La guerre civile, c'est le cadre. Le génocide, c'est le crime qu'on commet dans le cadre. René Sécher, je voudrais, pour les téléspectateurs, leur dire que quand vous avez utilisé ce terme de génocide, on est en 1985 dans votre thèse, cela vous a valu non pas l'opprobre, mais des persécutions. Absolument. C'est vraiment le mot. Hein. J'ai dû donner ma démission, etc. J'ai raconté tout ça dans un livre. Je voudrais rebondir sur ce qu'a dit Guillaume Bernard, parce que je démontre aussi autre chose dans ma thèse. Tu as bien vu que je démontre qu'il y a un système d'extermination au sein
de la guerre civile. Mais il y a une autre donnée, c'est-à-dire que les marxistes et autres enseignants, notamment Jean-Clément Martin ou Roland Bouletreau, disent il ne s'est rien passé en Vendée. Il y a des massacres un peu partout, et s'il y a eu un peu plus de massacres chez les Bleus, c'est qu'il y a eu un dérapage ou une addition de dérapage. En fait, j'ai expliqué et j'ai démontré qu'il n'y a absolument pas eu de dérapage, mais il y a eu une chaîne de commandement qui aboutit à ces massacres de masse. Et la deuxième chose que j'ai démontrée, c'est que contrairement à ce que tous ces historiens ont dit, ces historiens de nature marxiste, qui ont voulu dégager de cette responsabilité le comité de salut public, en expliquant que ce comité de salut public n'était que le bras armé de la Convention, et c'était la Convention qui, exclusivement, en conscience partagée, décidait des choses. Or, j'ai trouvé en 2011 le document qui met à mal ce raisonnement. C'est-à-dire, j'ai découvert l'original écrit le 26 juillet 1793 de la loi du 1er août 1793 qui a été votée. Et cet original, ce manuscrit original, il est signé entre autres par Robespierre, parce que Robespierre faisait partie de ce comité de salut public le 26 juillet, même s'il n'a été lu que le lendemain. Il a été bien présent ce jour-là. Et en fait, le texte voté le 1er août 1793, c'est la copie conforme de ce qui a été rédigé par les membres du comité de salut public le 26 juillet. Et je publie ces documents parce que le responsable, la tête pensante de ce crime, c'est bien le comité de salut public. On veut protéger le soldat Robespierre. Robespierre, Barère, ça sont ces criminels qui ont conçu, en conscience partagée, je répète toujours, ce crime. Il va falloir qu'on avance, effectivement. Si vous voulez, on va revenir à la logique des événements, à cette logique idéologique des événements. Et je vais poser la question, je vais poser à vous, Philippe d'ailleurs, de Villiers, quelles furent les causes de l'insurrection vendéenne? Dans le fond, quitte à paraître un peu provocateur, hein, mais c'est mon rôle, les Vendéens ne méritent-ils pas ce qui leur est arrivé parce qu'ils s'étaient rebellés contre l'autorité? Alors, la marquise de La Rochejacquelin a apporté une réponse à votre question dans ses mémoires. Elle a dit, il y a la cause et l'étincelle. Il ne faut pas confondre la cause et l'étincelle. L'étincelle, c'est la conscription. C'est-à-dire que les Vendéens considèrent qu'ils n'ont rien à faire à aller se battre aux frontières pour un gouvernement qui s'est mal comporté avec eux puisqu'il a fait fondre les cloches. Et il leur a interdit de pratiquer la religion ancestrale qu'ils pratiquent depuis 1000 ans. Donc la cause, et ça Raynal le dit très bien aussi, la cause c'est la liberté. En fait, la Vendée défend la liberté. C'est pour ça que c'est un combat allégorique. C'est un archétype de la résistance, la Vendée. C'est pour ça que la Vendée est devenue une province de l'esprit. Et si vous me permettez une anecdote, qui n'en est pas une. Lorsque j'écris à Solzhenitsyn avec mon ami Dominique Souchet pour qu'il vienne inaugurer le mémorial des Lucs, il m'a dit oui, je viens. On était très surpris. Il arrive chez moi et il me dit je vais vous dire pourquoi je suis venu. Parce que je connais cette histoire par cœur, parce que la matrice qui a servi au XXe siècle pour la peste rouge et la peste brune, c'est ici qu'elle a été inventée. La roue rouge qui a broyé la Russie, c'est ici qu'elle a fait ses premiers tours. Lénine disait « il nous faut des Vendées ». Mais je vais plus loin, dit-il. Il y avait Nikita Stru qui traduisait. Écoutez la suite. Il me dit ils ne peuvent pas revenir en arrière. Parce que s'ils reviennent en arrière, tout est par terre. Il y a un thé froid, là, je me souviens très bien. Avec le regard d'une souffrance indicible. Je dis, mais qu'est-ce que vous voulez dire? Il dit, ben, c'est la phrase de Robespierre. Mes chers collègues, parlons comme aujourd'hui, on parlerait à l'Assemblée nationale. Mes chers collègues, parlons comme Frère Mélenchon.
Mes chers collègues, nous sommes devant un terrible dilemme, je vous mets en garde, car il y a deux hypothèses. Ou bien la Vendée est déclarée coupable, et tout ce que nous fondons est légitime. Ou bien la Vendée est déclarée innocente, alors je vous mets en garde, car pèsera sur chacun d'entre nous, pour la suite des temps et pour la Révolution tout entière, un terrible soupçon. En d'autres termes, la Vendée est un archétype de la résistance. Pourquoi? Parce que si la Vendée a raison de défendre la liberté de conscience, la liberté du culte, la liberté tout court, alors la Révolution a tort. Et comme elle a fondé un régime, c'est très embêtant. Quels sont les ressorts idéologiques de la Révolution qui pourraient expliquer ce qui s'est passé en Vendée? Guillaume Bernard ou Jacques Villemin? Guillaume Bernard, peut-être je me suis tourné vers lui, je vous donnerai la parole après, messieurs. Je crois qu'il faut bien comprendre que deux choses. La première, c'est que quand la Vendée se rebelle, et je réponds à votre question, Martial, ne vous inquiétez pas, quand la Vendée se rebelle, elle ne le fait pas dans un esprit contre-révolutionnaire. Il s'avère que d'une certaine manière, la Vendée va participer à une forme de contre-révolution. Mais sa motivation, au départ, n'est pas contre-révolutionnaire. Elle défend la liberté qu'on lui a supprimée, qu'on était supposé lui avoir donnée et qu'en fait, on lui a supprimée. Ça, c'est le premier point. La deuxième chose à bien comprendre, c'est que la Révolution française, c'est une authentique révolution. C'est-à-dire que ça n'est pas qu'une révolution de palais. C'est pas simplement le fait de transférer le pouvoir politique d'un organe, le roi, à un autre organe politique, les citoyens. C'est véritablement une inversion philosophique des principes politiques. Alors, si vous me laissez un tout petit peu de temps, je vais essayer de le décrire. La Révolution française, elle est politique d'abord, lorsque la Chambre du tiers-État s'autoproclame Assemblée nationale en juin 89, puis en Assemblée nationale constituante en juillet 89. Ça, c'est la révolution politique. C'est-à-dire qu'on passe d'une société qui reposait sur l'hypothèse aristotélicienne, thomiste de la sociabilité naturelle, à une hypothèse qui est celle de « il n'y a de société que parce qu'il y a un contrat social ». Il n'y a d'ordre politique que parce qu'il y a une constitution écrite. Ça, c'est le nœud du problème, et j'y reviendrai dans un instant. La Révolution, elle est aussi juridique, ensuite. C'est l'abolition des privilèges, encore que tous les privilèges ne sont pas vraiment abolis en août 89, il faudra attendre 93, mais enfin, passons, abolition des privilèges, proclamation des droits de l'homme, fin août 1789. On passe d'une conception où le droit était attribué à la personne, au sens du grec prosopone ou du latin persona, c'est-à-dire la fonction, le rôle. On vous reconnaît un droit parce que vous remplissez une fonction dans l'ordre social, à une conception d'un droit qui est supposé être un attribut de l'homme. C'est parce que l'on est un homme, que l'on possède en soi des droits, que l'on a en soi des droits, que l'on va projeter vers l'extérieur. Oui, à condition qu'on soit vraiment reconnu comme un homme. Parce que les brigands de la Vendée, on leur dénie la nature humaine. Bon. Troisième manifestation de la Révolution, troisième domaine de la Révolution religieuse, et c'est évidemment le nœud du problème pour la Vendée, ce sont la spoliation des biens nationaux, octobre-novembre 89, et puis la constitution civile du clergé, un an après, à l'été 1790. Et puis quatrième... oui, allez-y Philippe, je vous en prie. Juste, la constitution civile du clergé, je parle sous votre contrôle, ça veut dire que le prêtre de Machecou, de la Garnache, en prêtant serment à la constitution civile du clergé, en fait, prête serment à la nouvelle religion. Évidemment. C'est ça et c'est un agent de l'État, exactement. J'aurais dû le préciser, vous avez raison de le dire. Voilà, alors il va être élu après, etc., on lui va être nommé, etc. Mais surtout, il prête serment à une nouvelle religion. C'est-à-dire que c'est ça qu'il faut dire. Bien sûr. Et ça n'est pas le gallicanisme de l'ancienne France où l'État essayait quand même de contrôler l'Église administrativement. Là, évidemment, il doit être l'agent de l'idéologie du régime. La Révolution, c'est une religion. C'est une nouvelle religion. C'est la table rase, c'est un homme générique. Et je vais y venir. Ah, mais oui, ouais. non, mais je vous en prie. Ouais.
Quatrième aspect de la révolution, quatrième domaine de la révolution économique et sociale, c'est bien sûr la suppression des communaux, qui permettait aux plus pauvres, évidemment, de pouvoir faire paître, par exemple, des animaux. Mais c'est tout un symbole, c'est-à-dire qu'en fait, c'est aussi la suppression des communautés de métiers. Et donc, c'est une atomisation de la société. Il n'y a que des individus et l'État. Il n'y a plus les communautés naturelles, il n'y a plus les corps charnels. Et évidemment, la Vendée eh bien, est apparue comme une monstruosité à la Révolution, parce que la Vendée, c'était une communauté. Et c'était des corps sociaux charnels, réels, identifiés, identifiables, enracinés. Et évidemment, c'est ce que la Révolution ne voulait plus. Elle ne voulait que des individus en relation avec l'État. Donc, ceci étant dit, quel est le ressort idéologique fondamental de cette Révolution? Ben, je crois que c'est le contrat social, et en particulier avec la Convention et Robespierre, le contrat social de type rousseauiste, c'est-à-dire l'hypothèse selon laquelle on passe d'un état de nature à un état de société par le fait que les individus abandonnent, en partie c'est la version libérale du contrat social, ou en totalité c'est la version socialiste du contrat social, les droits attributs de notre humanité que nous avons. Nous les mettons en commun. Mais dans la version rousseauiste, et c'est en cela que, honnêtement, sa pensée est prodigieusement intéressante. Pardon, je ne veux choquer personne ici, mais je pense que, évidemment, Rousseau est un auteur extrêmement important et qu'il ne faut pas sous-estimer. Parce que ce qu'il développe, ce qu'il explique, c'est que lors du passage, du supposé passage de l'état de nature à l'état de société, il faut que les individus abdiquent leur singularité, abdiquent leur individualité pour se fondre dans ce qui va devenir la société, la volonté générale. Et donc évidemment, si l'on admet l'hypothèse qu'il y a eu ce contrat social-là, où les individus disparaissent dans la volonté générale, le fait qu'il y ait des déviationnistes, le fait qu'il y ait des dissidents, ce que sont les brigands vendéens, eh bien, c'est une aberration. Ce sont des gens qui se mettent en dehors de la protection du contrat social et qui ne méritent même pas qu'on essaye de les resocialiser. S'ils ne faisaient que contester le fonctionnement du contrat social, on pourrait les en écarter un temps, les resocialiser. Non, non, ils discutent de l'existence même du contrat social, ils se sont mis en dehors de la protection du contrat social, on peut donc les éliminer. Il y a donc une parfaite logique, une parfaite cohérence, je dirais, à ce que, effectivement, il y ait cette politique délibérée d'extermination. Et on me dit souvent que Robespierre, par exemple, est incohérent parce que lors des débats sur le droit pénal des années 90-91, 1790-91, eh bien, il est opposé à la peine de mort. Et puis ensuite, on sait très bien qu'il est un des plus grands fournisseurs, je dirais, de victimes pour le tribunal révolutionnaire. Mais là, c'est la peine de mort en matière politique. Et c'est parfaitement cohérent. On peut admettre que quelqu'un qui fait dysfonctionner le contrat social ne soit pas éliminé du contrat social, mais que celui qui conteste l'existence du contrat social, ou qui est supposé contester l'existence de ce contrat social, ce que font les brigands de la Vendée, eh bien cela mérite d'en être définitivement éliminé et donc d'être tué. Donc il y a une cohérence, il y a une logique, il y a une intelligence, je dirais, de cette politique d'extermination de la Vendée. Ce n'est ni dans les faits, Reynald Sécher l'a démontré, ni dans le droit, Jacques Villemain l'a démontré, ni dans la philosophie politique, des dérapages. C'est véritablement cohérent et logique. Il y a une politique d'extermination délibérée qui est philosophiquement justifiée. Philippe de Villiers, j'ai laissé Reynald Sécher et Jacques Villemain donner mot, et je vous redonne la parole. Ce que vous dites est à rapprocher de l'idée de la table rase. Toute révolution est établie sur l'idée de l'homme nouveau. Alors, ce n'est pas l'homme nouveau paulinien. C'est l'homme nouveau, l'homme générique. Marx, l'homme générique. Regardez le wokisme. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? C'est un homme qui est déligoté, c'est un homme qui n'a plus de racines, qui n'a plus d'ancrage, qui n'a plus de contraintes. Il est tout seul, et ça se termine toujours tout seul face à un organe totalitaire. Voilà. C'est cette idée de l'homme générique
de refonder l'homme. De le déraciner. C'est de le déraciner, c'est l'idée révolutionnaire par excellence. Ça a recommencé en 1968 sous les pavés de la plage. Voilà. Et alors, pardon, Martial, c'est promis, après je laisserai, je ne ferai plus de tunnel dans l'émission. C'est l'idée centrale qu'Hannah Arendt a montrée de ce qu'est un régime totalitaire. C'est, avant même qu'il y ait une idéologie de substitution, il faut qu'il y ait d'abord la désolation, ce qu'elle appelle la désolation, c'est-à-dire, effectivement, la table rase, l'atomisation de la société, le fait de rendre l'individu nu face à la puissance de l'État et le fait de l'empêcher d'avoir des racines qui lui permettent de se protéger. C'est le cœur du problème. C'est un tunnel, mais un tunnel de lumière. Merci Philippe. Alors pour prolonger ce que vient de dire Guillaume Bernard, qui est théorique, mais en pratique, qu'est-ce que cela donne? Eh bien, ça donne la déshumanisation des Vendéens. C'est-à-dire qu'à partir de cette logique, on va considérer que le Vendéen est hors la loi. Donc, dans le cas de cette mise hors la loi, il va même perdre sa nature humaine. D'où le nouveau vocabulaire mis en œuvre, puisqu'on va animaliser le Vendéen. On va parler de loup, de vipère, etc. Et c'est à ce titre qu'on le tue. Et d'ailleurs, ça la permet, le meurtre de masse. Parce que comment expliquer à un soldat républicain qu'il faille tuer son frère ? Eh bien, il ne peut pas le faire. Par contre, s'il voit dans cet individu un animal, eh bien, mauvais, eh bien, il va le faire. Et toutes les lettres que nous retrouvons des soldats, etc., vont toutes dans le même sens. Et on peut aller encore plus loin. Le Vendéen, en perdant sa personnalité juridique, perd son droit à la propriété. D'où la nationalisation des biens de la Vendée. D'où, Philippe, le fait que solennellement, on ait retiré le nom du département Vendée pour lui donner un nouveau nom, département Vengée. C'est-à-dire que ces terres qui n'appartiennent plus à personne, puisqu'il n'y a plus d'êtres humains en Vendée, appartiennent à l'État. Et symboliquement, on va lui donner ce nouveau nom, département Vengée. Et puis toute la logique eh bien, suit de ces massacres en masse et aussi de la politique d'anéantissement. Oui, je prendrai les deux points, mais du point de vue du droit et non pas du point de vue de l'histoire des idées ou de l'histoire tout court. Les Vendéens comme rebelles, d'abord, il faudrait observer qu'en 1789, les Vendéens ne se sont pas soulevés. Ils ont même plutôt bien accueilli la Révolution. La fin du féodalisme, la fin de la milice, la fin d'un certain nombre d'impôts, ils étaient plutôt pour. Ils ne se sont pas révoltés en 89, ils ne se sont pas révoltés en 90, ils ne se sont pas révoltés en 91. Il y a quelques émeutes en juillet 92 à Bressuire à cause de la constitution civile du clergé. J'y reviendrai, mais même la mort du roi en 1793, janvier, il n'y a pas de soulèvement. Le soulèvement, c'est mars 93, et effectivement, c'est l'étincelle dont parlait Philippe de Villiers, c'est-à-dire qu'à un moment, ils sont opprimés parce qu'en fait, ils n'ont pas pu racheter les biens du clergé, ni ceux de la noblesse, et qu'en plus, on a plutôt aggravé leur situation, parce que, enfin, bon, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais ça, les historiens l'ont bien mis en lumière. Et en plus, en 93, on leur dit, maintenant, sac au dos, tu vas défendre le nouvel ordre des choses, y compris la dissolution de ta sociabilité particulière, puisque c'est un pays de bocage, un pays de petits villages, de petits hameaux qui vivent autour de leur curé, qui d'ailleurs est un paysan comme eux, du notable local qui n'était pas un noble de cour qui vivait loin d'eux. On détruit tout ça et on leur dit maintenant sac au dos et tu vas défendre le nouvel ordre des choses. Alors là, évidemment, la coupe est pleine. Et d'ailleurs, c'est bien montré dans le film Vaincre ou mourir. C'est au moment de la conscription que tout éclate. Mais on ne peut pas Quel est le gouvernement qui les qualifie de rebelles? C'est un gouvernement qui lui-même se définit comme un gouvernement révolutionnaire et insurrectionnel, qui a fait un coup d'État en août 92, renversé l'ordre constitutionnel de la Constitution de 1791, et qui d'ailleurs se proclame gouvernement révolutionnaire. Révolutionnaire, c'est le contraire d'un gouvernement constitutionnel, ou d'un gouvernement, j'allais dire, reconnu par tout le monde. C'est une faction. Et on revient à ce que j'ai sur la guerre civile. En fait, on a une guerre civile, mais dans une guerre civile, il y a deux partis qui se prennent à la gorge pour savoir qui sera le nouveau pouvoir, mais chacun est le rebelle de l'autre. Alors qu'à la fin, évidemment, celui qui gagne désigne les autres comme rebelles. Ben, c'est comme ça, c'est toujours les vainqueurs qui écrivent l'histoire. Mais enfin, ça n'a pas de sens de qualifier
les Vendéens de rebelles, surtout quand on se définit soi-même comme un gouvernement insurrectionnel et révolutionnaire. On est toujours à ce moment-là le rebelle de quelqu'un. Mais je voudrais surtout insister sur le côté, parce que moi je le vois moins du point de vue de l'histoire des idées que du point de vue des catégories juridiques. Je pense que les Vendéens sont essentiellement un groupe religieux, parce que la constitution civile du clergé, c'était effectivement une volonté de nationaliser la religion. Quand je dis nationaliser la religion, c'est au sens où on a nationalisé les entreprises Renault. C'est-à-dire que la religion doit devenir un département de l'État, de la même manière qu'il y a un corps des douanes ou un corps de magistrats ou un corps de police, il y aurait un corps de fonctionnaires du clergé. Et c'est la religion civile de Rousseau. Et c'est la religion civile de Rousseau. Et effectivement, ça ne tient pas du tout compte, et c'est absolument orthogonal avec ce qu'est le catholicisme, qui est une communion, et une communion universelle. Donc, faire abstraction du pape, c'est tout simplement pas possible. Donc, les Vendéens se battent ils ne sont pas contre-révolutionnaires. Certains historiens, là je sors de ma compétence de juriste, mais ont trouvé un autre adjectif pour ça. Ils disent anti-révolutionnaires, c'est-à-dire qu'en fait, ils reprochent à la Révolution d'avoir trahi ses propres idéaux. Elle devait leur apporter la liberté et l'égalité, moyennant quoi elle commence par les priver de la liberté la plus sacrée qu'est la liberté de conscience et de culte. Car après tout, toute forme de liberté d'opinion n'est qu'une manifestation de la liberté de conscience, et la liberté de culte, ça n'est jamais que la liberté de conscience en acte. Donc, on leur promet la liberté, on les en prive. Quant à la légalité, ils ne sont pas du tout contre. C'est d'ailleurs un paradoxe qu'ont relevé les révolutionnaires eux-mêmes, c'est que les chefs des premières armées qu'on envoie contre les Vendéens, c'est le duc de Biron, c'est le marquis de Beauvau, le marquis de Canclos, celui qui a été battu à Pontcharrault, c'est le comte de Marsay, alors que les chefs vendéens, c'est des Cathelineaux, Voituriers, Stofflet. Alors évidemment, ils vont chercher des nobles locaux, mais alors ils vont pas taper dans la haute noblesse. Charette, révérence gardée, je sais que c'est un héros c'en est un pour moi aussi, mais c'est un héros dont M. de Villiers a beaucoup parlé, mais enfin Charette, c'est pas la haute noblesse. Hein. On n'est pas dans la noblesse de cour. Ils vont chercher les notables locaux. À la fin d'ailleurs, c'est... chercher des officiers surtout. Oui, on va chercher des officiers, effectivement. Mais qui se trouvent la Charette, plupart du temps... Mais pas toujours. Stofflet est un garde-chasse. Et Stofflet est un garde-chasse. Et en fait, les armées vendéennes sont beaucoup plus démocratiques que les armées révolutionnaires au début. Est-ce que, en vous écoutant, je me disais la chose suivante. Pourquoi la Vendée, c'est un gros problème pour la Révolution? Parce que la Révolution se fait au nom du peuple, avec un grand P. C'est Mabeuf qui l'explique. Et tout à coup, il y a un peuple avec un petit P qui dit « Mais vous voulez notre bonheur ? Malgré nous, au nom du peuple. Mais nous, on est le peuple. » Et donc... on reverra ça. Voilà. Et attendez, il y a une chose dont on ne parle pas, là. J'ai peur qu'on n'ait pas le temps d'en parler. Est-ce que Raynal pourrait nous dire en 2 mots, parce qu'il faut que les téléspectateurs entendent ça, que finalement les méthodes de la peste brune et de la peste rouge, c'est très concret ce que je dis, l'appel aux exemples que tu pourrais donner, Raynal, rien n'a été inventé au XXe siècle. Les potanés, Saint-Just se vante d'avoir un pantalon de Vendéen. Fourcroy, la chimie, etc. Enfin, je laisse Raynal parler. En fait, parce que toi, tu as trouvé tout ça, tous les documents. En fait, dans cette idée d'exterminer le peuple vendéen, il y a 815 000 personnes à exterminer. La population en France, grosso modo, je crois que tous les historiens sont d'accord avec ce chiffre, c'est 28 millions. Bien, c'est considérable. C'est la première fois, je répète, qu'en conscience partagée, le pouvoir souverain décide d'exterminer une partie de lui-même. Alors comment faire? Eh bien, tout est inventé en la matière. Et moi, j'ai distingué 2 grandes périodes. Et la première période, c'est l'utilisation de moyens, comment dire, évolués, techniques. Je pense par exemple au poison à grande échelle, avec l'arsenic, etc. Je pense aux mines antipersonnelles, par exemple, au gazage, dont tu parlais tout de suite, Philippe, l'idée a été conçue
par un député parisien, Fourcroy, qui a d'ailleurs sa statue dans une des niches de l'hôtel de ville de Paris, et qui a sa rue. Proust aussi, à Angers, qui a repris cette idée. Et c'est en raison de l'échec de ces moyens scientifiques qu'on arrive à l'utilisation de moyens artisanaux utilisés à grande échelle. Et c'est pour ça que cette expression de proto-industrialisation de l'assassinat de masse est juste. On était très loin dans la réflexion. On a même pensé, alors qu'on parle d'écolation, on ne pense qu'à la guillotine. Non, non, pas du tout. Il y a aussi le sabre, il y a le couteau, etc. La guillotine est un des moyens de couper la tête. On a même pensé créer des guillotines à moteur ou à plusieurs lunes. Hein. Et c'est parce que la technologie n'est pas au point qu'on ne va pas utiliser cela. Et la Vendée, en fait, c'est grosso modo 6 grandes méthodes d'extermination. Les Luxe-sur-Boulogne, c'est l'incendie, la chapelle Basse-Mère d'ailleurs, dans l'église de la chapelle Basse-Mère, où il y a eu 74 victimes. Les noyades individuelles, collectives, etc. Ce que vous voulez dire, c'est que la Vendée, c'est le laboratoire du totalitarisme du XXe siècle, c'est ça que vous voulez nous dire. La Vendée, c'est un double laboratoire, une double matrice. Je préfère le mot matrice, matricielle. C'est-à-dire que, pour reprendre cette idée qu'a dit Guillaume Bernard tout à l'heure, s'il fallait exterminer 90% de la population, il faut le faire au nom de l'idéologie, au nom de l'homme nouveau. Mais on ne sait pas comment faire. Et la Vendée, c'est un laboratoire au sein de la Révolution française. Et il va être perçu par un laboratoire, ce que disait Philippe tout à l'heure, il va être repris par Lénine, Staline, etc., parce que Lénine est très sensible à l'affaire de la Vendée. Il est venu en Vendée à Pornic et il le dit sans arrêt, il faut faire une addition de Vendée en Russie. Et je conseille de lire en la matière le livre de Stéphane Courtois sur Lénine, où il explique parfaitement tout cela. Et je rappelle que Babeuf est la première référence du modèle soviétique. Avant d'évoquer les notions de science et de propagande, qui seront les dernières notions qu'on évoquera dans cette émission, je vais vous poser une question simple, facile. Clémenceau dit que la révolution est un bloc, on ne peut que la prendre ou la rejeter en entier. Quand on la rejette en entier, comme vous le faites, c'est pour ça que vous allez m'expliquer. Parce que se rejeter ça, non, mais vous allez me dire ça, parce que rejeter la révolution, est-ce que c'est pas rejeter la République ? Est-ce que la République et ses valeurs aujourd'hui ne se fondent pas sur la révolution? Je vous pose cela parce que quand vous me dites que la révolution est la matrice du totalitarisme, à vous tous, à vous quatre, et peut-être à vous qui êtes le plus républicain de tous. Ancien député, ancien ministre. Bon. Vous savez, c'est la phrase de Péguy, ma réponse. La République, notre royaume de France. Et, moi, j'appartiens à une famille qui s'est battue pour la France, sous tous les régimes. J'ai des ancêtres qui sont battus avec Napoléon, et mes deux grands-pères sont morts en 14, donc on ne peut pas me faire la leçon. On ne peut pas me dire, à la suite de ce que je vais vous dire maintenant, ah ben vous, de toute façon, vous êtes à part, parce que vous êtes vendéen. Bon, il faut arrêter la comédie. Parce que la Vendée a donné un exemple à la France extraordinaire. Quand un pays est meurtri, il devient une poche d'amertume. La Vendée, parce que c'était une terre chrétienne, a pardonné. Elle a pratiqué le pardon, c'est l'alchimie du sentiment qui convertit le mal en nouvelle chance. Et donc, non seulement elle a pardonné, mais elle était au premier rang dans la tranchée de baïonnettes. Et au XXe siècle, elle a donné 2 vainqueurs de guerre mondiale à la France, Clémenceau et Delattre. Donc on n'a pas de leçon à recevoir. C'est-à-dire que la Vendée a sublimé sa souffrance. Et si vous mettez la carte des réussites économiques de la Vendée d'aujourd'hui, avec un papier beurre, sur la carte des grands massacres, Rénal sait ça mieux que moi, il y a une équivalence totale. C'est-à-dire que la Vendée a fait de sa souffrance un dynamisme, une occasion, voilà. Et donc est devenue une France miniature. Cela étant, je réponds maintenant. Répondez maintenant. En fait, aujourd'hui, si on remet en cause la Révolution, est-ce qu'on ne remet pas en cause la République, puisqu'elle fonde ses valeurs sur la Révolution? Voilà. Un jour, j'ai parlé avec Emmanuel Macron. Écoutez bien ce que je vais vous dire. Et il m'a dit, la France ne s'est pas remise d'avoir tué son roi. Et moi, je pense qu'il a raison. Et ceci pour 2 raisons. Parce que, avec la Révolution, on a tranché le nœud
entre le pouvoir et la famille, donc le temps long, le plus en vie dans l'instant. Et deuxièmement, on a tranché le nœud encore plus grave, entre le pouvoir et le sacré. Un pouvoir qui perd la sacralité d'incarnation n'est plus obéi. Il ne peut plus y avoir d'obéissance, d'assentiment. On court après la légitimité depuis 2 siècles. Le général de Gaulle a tenté de trouver un saint crème de substitution avec le suffrage universel. On voit depuis ce qui s'est passé avec Maastricht, le pouvoir est parti à Bruxelles. Macron n'est plus qu'un gouverneur d'un protectorat de l'Empire américain. Voilà. Il a fallu 230 ans pour qu'on arrive à ce constat qu'il y a eu un grand mensonge qui continue pour les Français. Je pèse mes mots. Ce mensonge, c'est la Révolution française. Guillaume Bernard, Guillaume Bernard, comme vous voulez, dans l'ordre que vous voulez, Martial. Alors moi, je pense que vous serez d'accord. Je parle uniquement en mon nom et non pas au nom de tout le monde ici sur ce plateau, et je ne parle évidemment pas au nom des institutions dans lesquelles j'enseigne. Pour ma part, j'assume parfaitement le fait de considérer que le principe révolutionnaire, c'est ce que disait Solzhenitsyn, que ce soit la Révolution française ou la Révolution bolchevique, que le principe révolutionnaire est pervers en soi. Voilà. Donc, effectivement, je ne suis pas un parangon des régimes politiques qui s'appuient sur l'idéologie révolutionnaire de manière générale ou de la Révolution française en particulier. Ceci étant dit, la République n'est proclamée qu'en septembre 92. Tout le début de la Révolution française n'est pas républicaine. Donc on ne peut pas assimiler révolution et république. Et puis, deuxième élément qui me paraît important, c'est qu'un régime politique, qu'est-ce que c'est ? C'est des institutions qui sont là pour garantir, pour favoriser la réalisation du bien commun. Autrement dit, n'importe quel régime politique peut, en fonction des lieux, en fonction des circonstances, être légitime. On peut avoir les uns et les autres des sensibilités qui font qu'on est plutôt attaché à un régime plutôt qu'à un autre. Mais du point de vue de la philosophie classique aristotélicienne thomiste, ce qui fait la légitimité d'un régime, c'est qu'il réalise le bien commun. Autrement dit, la République aujourd'hui ou hier ou demain, la royauté hier, aujourd'hui ou demain, serait ou sont légitimes si ils réalisent, ces régimes, le bien commun. C'est-à-dire, il n'y a pas de régime politique qui est en soi légitime, tandis que d'autres seraient en soi illégitimes. Ce ne sont que des instruments au service de la réalisation du bien commun. Donc, moi, j'ai une sensibilité qui, effectivement, fait que j'ai une appétence pour l'ancienne France. Bien sûr, je ne le cache pas, j'ai plutôt une sensibilité légitimiste. Mais pour autant, je ne veux pas assimiler, je dirais, un régime... Enfin, je ne veux pas interpréter les régimes politiques de manière manichéenne. Et puis, il faut le dire aussi à nos téléspectateurs et à ceux qui, comme moi, pourraient avoir la même sensibilité politique. Il est bien évident que la Révolution française n'apparaît pas ex nihilo. Que si elle a pu se produire, c'est parce qu'il y avait des dysfonctionnements dans l'ancienne France. Et que par conséquent, eh bien, la Révolution n'est arrivée que parce que l'ancien régime, ou ce que l'on a appelé par la suite l'ancien régime, ne réalisait peut-être pas aussi bien qu'on pouvait l'espérer le bien commun. Voilà, j'espère que ma réponse est suffisamment claire.
Claire. Une réponse aussi rapide, parce que sinon on ne pourra pas évoquer notre dernier sujet, qui est important. Je n'ai pas le privilège d'être ni ancien parlementaire, ni ancien ministre. Enfin, je partage au moins avec M. Villiers le fait d'être passé par une certaine école en 3 lettres qui forme les 2 énarques sur 5. Eh oui, nous sommes tous les deux, nous portons tous les deux le stigmate ENA. Mais du coup, je travaille pour la République depuis bientôt les fameuses 43 annuités. Et franchement, ça ne m'a jamais posé le moindre problème de conscience. La Révolution n'est pas la République, d'abord parce qu'effectivement, la République n'arrive qu'en 92. Et puis le mot République, que voulez-vous, ça peut aussi bien couvrir les républiques socialistes et soviétiques que la République helvétique. Par exemple, et vous admettrez que c'est quand même pas le même régime. Jacques Guillemin, quand on vous parle des valeurs de la République, elles sont les valeurs de la République française. Non, mais, en même temps que ces valeurs-là se déroulent le drame de la Vendée. République est un drapeau, est un pavillon qui peut couvrir un tas de marchandises des plus diverses, et y compris les meilleures comme les plus abominables. Moi, ce qui me semble important n'est pas le concept de république ou de monarchie, qui ne sont d'ailleurs que des formes politiques. Les régimes, c'est démocratie, aristocratie ou tyrannie, comme l'enseigne Montesquieu, on n'a pas fait mieux depuis. Or, la République de 93-94 est ce que l'on appelle une démocratie totalitaire. Démocratie totalitaire, ça a été un concept qui a été développé par Talmont, c'est-à-dire un concept dans lequel le régime a une vision qu'il prétend scientifique, ou en tout cas authentique du bien commun. Le gouvernement sait ce qui est bien et le peuple n'a plus qu'à faire ce qu'on lui dit. Et c'est là qu'effectivement on peut faire un rapport entre 93-94 et le communisme, la fameuse phrase de Bertolt Brecht lors des émeutes de 53 en Allemagne de l'Est, n'est-ce pas? Quand le peuple n'a plus la confiance du gouvernement, il ne reste plus qu'à dissoudre le peuple. Ce qu'exactement on a essayé de faire en Vendée. Ce que nous vivons aujourd'hui est une république démocratique et pluraliste, dans laquelle le bien commun n'est pas défini a priori par un gouvernement qui saurait exactement ce qu'il faut faire. Il y a une majorité, une opposition, on discute, on se bat, et ce qu'on définira comme bien commun devrait être en principe la résultante ou le compromis de ce que les parlementaires vont négocier. Le bien commun n'est pas défini a priori. En 93 et 94, Robespierre, lui, il sait ce que doit être la France nouvelle. La Convention, le Comité de salut public disent la société idéale, c'est celle-là, et maintenant vous allez rentrer dedans, ou sinon il va vous arriver des problèmes. On ne renverse pas le gouvernement, on coupe les têtes. En 93-94. La fameuse lutte contre les factions de Robespierre, ça consiste pas à créer une majorité et une opposition, ça consiste, dès qu'il y a un groupe qui n'est pas d'accord avec le gouvernement, c'est la charrette et on n'en parle plus. Et donc, toute l'histoire de la Révolution à cette époque-là, c'est une suite de charrettes. Alors, on commence par envoyer les Girondins, et puis ensuite les enragés en décembre, et puis ensuite les hébertistes et les dantonistes, et puis la dernière charrette, ce sera celle des robespierristes. Mais c'est pas une démocratie pluraliste. Cette république-là n'est pas notre république. Il y a juste le mot république. Alors le problème, c'est qu'effectivement, on a fait ensuite de cette histoire, pour des raisons sur lesquelles on ne va pas revenir, une espèce d'histoire sainte et de mythe fondateur. Et on prétend, jusqu'à un certain point d'ailleurs, on l'a bien vu lors du bicentenaire, on commémore, mais enfin jusqu'à un certain point seulement, avec des pincettes, et on commémore pas tout. Et d'ailleurs, la Vendée a été la grosse arête dans la gorge du bicentenaire. On s'est rendu compte que là, on ne pouvait pas s'en réclamer totalement. Donc moi, j'ai dans la tombe, le regard des voilà. Et ça, c'est vraiment un truc, une chose extrêmement importante. On peut parfaitement être républicain sans pour autant être robespierriste. Il n'y a quand même pas que ça dans l'histoire de la République. Et je dirais, comme dans toute l'histoire, il y a l'Inquisition dans l'histoire de l'Église, et ben il y a Robespierre dans l'histoire de la République. Et de même que l'Inquisition n'est pas le summum de l'Évangile, Robespierre n'est pas le summum de la démocratie. Rénal, je donne 1 minute pour me... C'est toujours une question qui me met mal à l'aise, parce qu'on est dans le domaine de la conviction intime. Je suis d'accord avec Guillaume Bernard lorsqu'il dit que la Révolution n'est pas un bloc. La Révolution n'est pas un bloc. Et je suis d'accord avec toi dans toutes ces nuances, c'est-à-dire la République actuelle n'est pas la République de 1793. Ça n'a absolument rien à voir. Et d'ailleurs, je ne comprends pas qu'on puisse appeler la Convention, le système de la Convention République. Voilà.
Il existe une république aujourd'hui où il y a des députés qui se disent robespierristes. Non, mais j'attire votre attention sur le fait qu'aujourd'hui, à l'Assemblée nationale, il y a des députés qui se disent robespierristes et quand il y a des manifestations, on s'en réfère à Louis XVI pour pouvoir décapiter l'un ou l'autre. J'attire votre attention sur ça. Je vais dire juste une petite chose. Pour moi, la Révolution est un bloc. C'est une évidence. François Furet l'a montré, toi aussi. Le gène terroriste, il est dès la Bastille. Le sang coule tout de suite, voyons. Dans toute révolution, une révolution est un bloc. Moi, je dirais une chose avec mon expérience politique, mon expérience de la vie. Je ne vois pas comment on peut faire tenir durablement une nation quand on la retourne contre elle-même, parce qu'une nation, c'est une famille de familles. Et si on retourne la famille contre elle-même, contre une partie de son passé, sans doute la partie la plus prestigieuse et la plus belle, on ne peut pas survivre. Et quand on dit aux petits-enfants à l'école, avant la Révolution, il n'y avait rien, il y avait des ténèbres. C'est à cela que je fais allusion. Une nation, toute demeure divisée contre elle-même périra. Et deuxièmement, il faut dans le pouvoir une sacralité d'incarnation. La légitimité, comme disait Saint-Louis, c'est la légitimité pour service rendu. Et là, on voit se traîner des pouvoirs successifs qui n'ont plus de légitimité pour service rendu. Il nous manque cette sacralité d'incarnation. Et quand on regarde, par exemple, ce qui s'est passé lors de la mort de la reine d'Angleterre, il y a comme un non-dit dans le cœur des Français. Il manque un drapeau. L'incarnation. Dernier point, rapide, la mémoire et le pardon. Vous avez évoqué les termes de génocide, populicide. S'avance vers nous un nouveau terme, ce qu'il va falloir expliquer, le mémoricide. Et dès que vous aurez expliqué cela aux téléspectateurs, comment fait-on, et là c'est un appel à chacun d'entre vous, pour mettre fin à ce mémoricide qui pèse sur la Vendée depuis exactement plus de 2 siècles. Donc mémoricide, et ensuite, comment fait-on pour oublier et pardonner? Lorsque j'ai étudié la Vendée, j'étais surpris, et on retrouve ça, on en a parlé souvent, que le problème de la mémoire n'ait jamais été abordé par les historiens et les juristes. Jacques Villemin regrettait que le mot que j'ai inventé, mémoricide, ne l'ait pas été par les juristes. Et moi-même, je suis surpris que les juristes n'aient pas abordé cette question. L'acte de mémoricide, c'est de faire en sorte que le bourreau devienne la victime et la victime le bourreau, synthétiquement. Bien. Et on a fait des Vendéens les bourreaux de la France, et on a fait des bourreaux de la Vendée, les héros de la France. On leur a rendu des hommages par des noms de rues, érection de statues, etc., etc. Et en fait, cette politique, elle est à la fois malhonnête, hein, elle est injuste, et je dirais qu'elle est aussi monstrueuse. Bon. Et donc, apprendre par exemple aux petits Vendéens dans le cadre du bicentenaire, et je sais que Philippe s'est battu contre ça, et qu'il a pris les moyens adéquats en 1993 au Luc-sur-Boulogne, ce que tu as fait au Luc-sur-Boulogne, c'était faire en sorte que les Vendéens prennent conscience de ce qu'on leur avait fait, et tu as voulu bloquer le mémoricide en marche, y compris par le monde enseignant vendéen. Bien. Et donc, l'acte de mémoricide est un acte qui est fait en conscience. Et c'est ce que je reproche aux politiciens actuels, eh bien, de ne pas avoir conscience qu'en refusant, par exemple, l'abrogation des lois, ils font de ces lois leurs lois. Et là, ils deviennent acteurs du génocide et acteurs aussi du mémoricide. D'où d'ailleurs la solution pour moi serait d'abroger ces lois ou les retirer. C'est une nuance juridique que j'ai appris avec Jacques Villemin. Abroger ces lois, ça serait à la fois reconnaître la vérité par rapport à ce qui a été fait en Vendée et bloquer le mémoricide. Mémoire et pardon. Jacques Villemin, sur cette même question, essentielle d'ailleurs. Pour moi, évidemment, cette histoire de génocide évoque ce qui se passe dans les pays
ou les expériences plus récentes de génocide, Allemagne, Cambodge, ou de crimes contre l'humanité, crimes d'apartheid en Afrique du Sud. À mon sens, le sujet est moins celui de la repentance et du pardon que celui les deux mots qui sont essentiels et qui sont utilisés dans tous les pays qui ont connu ce genre de traumatisme, y compris simplement même sans génocide avec des régimes ultra-violents, comme par exemple on l'a eu en Argentine, ce qu'on appelle les commissions vérité et réconciliation. Cette idée qu'il ne peut y avoir de réconciliation nationale et de réconciliation des mémoires que sur la base de la vérité. Il faut donc que les faits soient reconnus. Et alors évidemment, non seulement on a essayé de cacher les faits, parce qu'il y a eu un mémoricide des faits qui est bien analysé par Reinhard Secher dans son ouvrage sur le mémoricide, mais en plus on a essayé d'en déguiser la nature. Donc il faut, reconnaître la réalité des faits, les massacres, et deuxièmement, qualifier ces massacres de leur nom. Et leur nom, c'est crime de guerre, crime contre l'humanité, et finalement, génocide. À mon avis, le sujet n'est pas tellement repentance ou pardon, parce que voulez-vous, les qualités de bourreau et de victime ne sont pas vraiment, ne sont même pas du tout héréditaires. Il y a des descendants de Carnot aujourd'hui, il n'y a pas de descendants de Turreau. Il y a des descendants de Catlino, les descendants de Catlino ne sont pas des victimes et les descendants de Carnot ne sont pas des bourreaux. Et on ne va pas demander aux descendants de Carnot d'aller demander pardon aux descendants de Catlino. Ça n'aurait pas de sens. En revanche, il convient de dire, ça a été des massacres de masse. Ces massacres de masse sont contraires à nos valeurs. Il n'y a pas besoin d'être républicain pour dire que massacrer des femmes et des enfants, c'est un crime. Ça a été des massacres de masse, ça a été des crimes, nous le reconnaissons. C'est une tâche sur notre histoire nationale. Maintenant, on reconnaît les faits et on peut tourner la page. Mais tant qu'on ne reconnaîtra pas les faits, tant qu'on continuera à dire soit « Ah, mais les Vendéens ne l'ont pas volé », et il y a encore des historiens pour l'écrire. Hein. Le père de la ministre Schiappa l'écrit. Que les Vendéens n'ont eu, et pas dans un livre publié il y a 20 ans. Hein, ça date d'il y a moins de 10 ans. Il y a encore des gens pour dire que les Vendéens n'ont eu que ce qu'ils méritaient. Évidemment, tant qu'on aura, comme vous dites, des députés robespierristes et qui bien tenteront qu'on a eu raison de tuer tout ce monde, là, je comprends qu'il y ait des gens qui disent qu'on ne peut pas être républicain si être républicain, c'est ça. Mais ces gens ne sont pas la République. Il faut reconnaître les faits, leur reconnaître leur nature criminelle et dire ça fait partie de notre histoire. Ben voilà, on a tous dans nos histoires de famille et même dans nos vies personnelles des cadavres dans les placards et nous savons pertinemment que tant qu'on ne sortira pas le cadavre du placard, le cadavre, c'est comme dans la pièce de Ionesco, pas Amédée ou comment s'en débarrasser, le cadavre continue à grossir jusqu'à ce qu'il empêche tout le monde de respirer. Il y a un historien au moment du bicentenaire qui s'appelait Langlois, Claude Langlois, qui avait parlé de la révolution malade de la Vendée. Eh bien oui, elle en sera malade tant qu'elle n'aura pas craché le morceau. Et ça, quand je dis la Révolution et pas la République, il importe que l'histoire de la Révolution, l'historiographie officielle, la Sorbonne, reconnaisse que ces faits ont existé et qu'ils étaient de nature criminelle. Et je ne pense pas qu'on résoudra le problème tant que ça ne sera pas fait. Est-ce que c'est suffisant, Philippe de Villiers, Guillaume Bernard? Est-ce que c'est suffisant? Ce que disent Jacques Villemin et Reinhard Secher, c'est le minimum, c'est... oui, il faut aller plus loin. Chacun dit les choses à sa manière, mais on dit la même chose. Et je m'associe tout à fait à tout ce qui a été dit à l'instant. Moi, je dirais ceci. La Vendée, en fait, a été condamnée 2 fois. Elle a été condamnée à être exterminée, et puis ensuite, elle a été condamnée à ne pas se souvenir. Moi, quand j'étais enfant, à l'école, on baissait la tête. Hein. Le mot Vendée, baissait la tête. Chut. Faut pas rouvrir les plaies. Donc on avait refermé la plaie purulente. Alors, pour moi, il y a 2 choses à faire. Tant que ces 2 choses ne seront pas faites, le combat continue. La vérité à l'université, à la Sorbonne, faire reculer les négationnistes et faire en sorte qu'ils battent leur coulpe et qu'ils viennent dire, bon, il faut refaire les livres dans les écoles, il faut que la vérité soit enseignée sur la Vendée. C'est une plaie, il faut accepter cette plaie et transmettre aux jeunes Français
l'idée qu'il y a eu en Vendée la grandeur et l'élégance française qui se sont soulevées contre l'abjection. Et la deuxième chose à faire, il faut que le président de la République, un jour, celui-là ou un autre, vienne en Vendée, au mémorial des Lucs, là où est venu Solzhenitsyn, en 1993, pour demander pardon. Pardon au nom de la République, pardon au nom de la France, pardon au nom de la repentance maintenant. Pardon ? Vous êtes un défenseur de la repentance. On nous demande toutes les repentances, et moi j'en demande une seule, vous voyez, celle-là. Voilà, parce que c'est mon peuple, moi j'appartiens à ce peuple de Vendée qui a été massacré, et on attend une réparation morale. Bon, et dans la préface magnifique qu'il a faite au livre de Reynald sur le hémoricide français, William Goldnadel a lui-même réclamé cette réparation en expliquant que la Vendée était une tâche d'infamie et que tant que cette vérité, la vérité sur la Vendée, comme le disait Jacques Villemain, n'aura pas été proclamée, il y aura toujours une gêne et la Vendée continuera d'être l'œil de Caïn. L'œil était dans la tombe et regardait Caïn. Et donc, moi je vais vous dire une chose très simple. Je connais beaucoup de familles vendéennes qui n'ont pas pu enterrer les leurs. C'est tout proche de nous. Hein. Beaucoup de familles où il y a eu des enfants tués, massacrés dans des conditions épouvantables, etc. Il faut faire un geste pacifique, un geste élégant, un geste français. Simplement, un mot suffira en disant pardon. Parce que les Vendéens ont pardonné. Le pardon de Bonchamp, le pardon de Delbé, ils ont pardonné. Ils ont libéré les prisonniers. Et donc il faut que le pardon, c'est le pardon qui dénoue. Il faut que le pardon soit fait par un geste, simplement un mot. Un mot suffira. Guillaume Bernard, qu'est-ce qu'il faut faire pour arrêter le mémoricide ? Deux choses. Un, effectivement, que la vérité soit révélée, dévoilée, et qu'elle soit révélée et dévoilée scientifiquement, universitairement parlant, ce qui n'exclut pas qu'il y ait des divergences d'interprétation sur tel ou tel point. On l'a vu tout à l'heure, effectivement, on n'est pas nécessairement tout à fait d'accord sur le fait de considérer si, dès le départ, la révolution était totalitaire ou si elle n'est devenue totalitaire qu'avec la Convention, mais si elle portait déjà en elle des éléments qui lui ont permis d'être totalitaire. Donc déjà, un travail scientifique serein où il n'y ait pas d'œillères. Ensuite, moi, je ne suis pas favorable, et ce n'est pas ce que demande Philippe de Villiers, moi je ne suis pas favorable à une vérité historique officiellement, politiquement proclamée. C'est-à-dire que je pense qu'il ne faut pas de loi mémorielle. Absolument. Il faut sans doute un geste. Alors, ce geste, il peut prendre la forme de la demande de pardon. Elle peut prendre aussi ce que réclame Reynald, c'est-à-dire l'abrogation des lois. D'une certaine manière, c'est moins, je dirais, c'est moins courtois que de venir demander pardon, mais d'une certaine manière, ça serait quand même reconnaître qu'il y a eu ces lois qui sont toujours théoriquement applicables. Et ça, c'est évidemment fascinant de se dire que des lois de l'époque révolutionnaire qui ont conduit à une extermination sont théoriquement aujourd'hui réactivables. Je prends la balle au vol là. Et je rappelle toujours la parole en un mot. Après. Je rappelle toujours qu'on dit que ces lois sont tombées en désuétude, que la déportation des Juifs s'est faite en réactivant les lois révolutionnaires. C'est-à-dire que dans l'arsenal juridique français en 1941 et 1942, eh bien, on a été puiser les lois de la Révolution française qu'on a réactivées pour justifier légalement la déportation des Juifs. Pardon, Guillaume, de vous avoir interrompu. Non, je vous en prie. Et puis, je crois qu'on ne peut pas ne pas le dire,
C'est-à-dire qu'il faut effectivement cicatriser les plaies du passé, mais je crois qu'il faut aussi aller de l'avenir. Aller de l'avenir, c'est qu'il y ait des œuvres culturelles, philosophiques, artistiques, qui fassent vivre le passé. Et je suis un peu gêné de le dire devant Philippe de Villiers, mais c'est évidemment Vaincre ou mourir, c'est le Puy du Fou. C'est le fait de ne pas vivre dans le passé, dans la naphtaline, ce n'est pas retourner le couteau dans la plaie, c'est tout simplement le fait de faire connaître et de faire aimer l'histoire de France, l'identité de la France, aux générations futures. Et c'est peut-être cela qui, encore plus, aura un effet bénéfique. La diffusion de travaux universitaires, ça met du temps. On sait qu'entre les travaux d'Augustin Cochin et le fait que François Furet reconnaisse la valeur des travaux d'Augustin Cochin sur la Révolution française, il a fallu 3/4 de siècle. Là, pour Raynald, ça met beaucoup moins de temps, une génération. Mais au-delà même de la vérité scientifique, il y a la nécessité de retisser, de reconstruire le tissu social. Et pour reconstruire le tissu social, quoi de mieux qu'évidemment l'art, la beauté, et donc évidemment des œuvres comme Le Puy du Fou, ou des œuvres comme celle d'un Puy Follet, d'un jeune Puy Follet, Corentin Stemler, qui fait des spectacles aussi dans le but de faire vivre l'identité française. Voilà, et qui sera un spectacle au Palais des Congrès à Paris avant l'été. On peut citer la phrase de Yad Vashem, « Le pardon n'est pas l'oubli ». Le pardon n'est pas l'oubli. C'est pas l'oubli non plus parce qu'il y a encore beaucoup de travail. On va voir ce que vous faites et on a parlé de tous vos travaux. Mais il reste néanmoins que les universitaires patentés, des journalistes en place, vous avez cité Libération, il n'y a pas eu que, disent que Le Puy du Fou, que Vaincre ou mourir sont des œuvres de faussaires. Même si Le Puy du Fou, c'est 2 340 000 visiteurs, c'est ça, en 2022, un record. Néanmoins, ça reste quand même pour eux une difficulté, quelque chose qui ne devrait pas exister. Ah oui, d'avoir des doutes sur certains historiens. Par exemple, sur Vaincre ou mourir, il y en a un qui s'est répandu, ancien titulaire de la chaire d'histoire de la Révolution de la Sorbonne, qui s'est répandu dans les médias en disant que Charette n'était pas à la Lajonais et n'avait pas signé les accords. Or, il suffit d'ouvrir le Savary, il suffit de lire, Jean-Clément Martin, il suffit de lire les carnets de Dornier, qui a signé les accords de la Lajonais pour la République, pour dire que Charette y était, il dit même comment il était vêtu. Alors, il y a des moments où on se demande ce que sont ces historiens qui... professeur, titulaire d'une chaire d'histoire de la Révolution à la Sorbonne et qui prétend que Charette n'était pas à la Lajonais. Mais on tombe de sa chaise. Tous les documents historiques disent le contraire. C'est le film qui a raison et évidemment Jean-Clément Martin qui raconte une sottise. Je suis complètement d'accord avec Jacques. Qui donnera le mot de la fin. Juste dire une chose. Au XIXe siècle, après la guerre de 1870, la France est défaite. Tous les historiens républicains, je dis bien républicains, Jules Quicherat, etc., Michelet, les Jules et tous les autres, Anatole France, etc., tous, ils disent tous il faut trouver un Saint-Crème de substitution. Ils inventent le roman national. Et plus tard, on aura Viviani qui dira, en définissant la Révolution, nous avons éteint une à une les étoiles qui brillaient dans le ciel, on ne les rallumera plus. Et tous ces gens, il y avait deux gauches en fait. Il y avait une gauche qui défendait le roman national, qui était fière de Bayard, de Charles Martel et du Guesclin, et une autre gauche qui disait tout ça c'est de la légende, il faut en finir avec cette histoire. Et il y a plusieurs historiens qui leur ont répondu, notamment Fustel de Coulanges. Une nation qui perd ses légendes est condamnée à mourir de froid. Et j'ajoute le mot de Churchill. Si tu trouves que la légende parfois est plus belle que l'histoire, alors imprime la légende. Raynald Sécher,
Beaucoup a été fait. On peut parler de la vérité aujourd'hui ici. Bien sûr, justement, je voulais vous en remercier parce que vous nous avez donné la possibilité de nous exprimer, de dire notre perception de la Vendée, du génocide de la Vendée et du mémoricide. Rendre hommage à des personnes exceptionnelles comme Philippe, comme Jacques, comme Guillaume. Mais aussi, je voudrais profiter de l'occasion pour remercier les 2000 jeunes qui ont construit le mémorial du génocide à la chapelle Basse-Mer. Et ça, je trouve que la jeunesse nous donne un exemple incroyable qui se situe dans ton sillage, Philippe. Et donc, pour tout ça, eh bien, bravo et merci. Merci à vous. Je vais bien évidemment citer les derniers ouvrages ou les ouvrages, c'est vos derniers ouvrages. Alors je vais commencer par une bande dessinée parce que c'est toujours le plus simple. Et pour les enfants, pour qu'ils comprennent bien aussi ce qui s'est passé en Vendée, c'est publié par Rénal Sécher et René Lehonzec, Vendée. Et là, vous le retrouverez sur la boutique TVL, sur le site tvl.fr. Citer le dernier ouvrage en date de Guillaume Bernard, avec Corentin Stemler, L'Empereur et les Brigands. Il s'agit bien des Brigands de Vendée aux éditions latines, aux nouvelles éditions latines. Je cite aussi bien évidemment l'ouvrage de Jacques Villemin, le dernier en date, Génocide en Vendée, 1793-1794. On est au cœur de notre sujet et c'est aux éditions du Cerf. Et puis, le dernier ouvrage, c'était le dernier ouvrage en date, vous viendrez présenter le prochain, même si on vous habite rarement, La valse de l'adieu aux éditions Plomb. Et bien là aussi, on se replonge directement dans la Vendée avec ce personnage de Jean Foutre que l'on découvre traversant à la fois la Vendée et l'histoire de France, y compris l'histoire napoléonienne. Et puis, les ouvrages de référence, Rénal, un roman, La guerre de Vendée à la chapelle Basse-Mer, c'est aux éditions Rénal Sécher, et l'ouvrage que l'on a longuement évoqué tout au long de cette émission, Vendée, du génocide au mémoricide, aux éditions du Cerf, politique. Voilà cet ouvrage de Rénal Sécher. Je vous invite bien évidemment à les retrouver. Philippe de Villiers, oui. J'ai une colle. Ça sera pour les trois autres. J'ai une question à vous poser. Est-ce que vous savez pourquoi? La réponse est difficile. Pourquoi on appelait les Vendéens, parce que les téléspectateurs, ils entendent le mot brigand là, depuis le début. C'est vrai. Donc ils s'appellent eux-mêmes des brigands. Bon, d'où ça vient ce mot? Est-ce que vous savez d'où ça vient? Moi je sais, j'ai trouvé. Ah, alors je vous réponds. Charette. Quand il passe du Levant du Ponant au Levant, donc de l'Atlantique à la Méditerranée, est envoyé contre les Chébèques, les Barbaresques, et ensuite la France a une alliance avec les Turcs, l'Empire ottoman, et lui il est chargé en Morée, dans le Péloponnèse, d'aller chercher les paysans en Fustanelle, les paysans grecs, pour les forcer à payer leurs impôts aux Ottomans. Et lui, il ne marche pas, parce que comme il s'est battu, il dit c'est ma Virginie à moi, il s'est battu en Amérique, pour la liberté de l'Amérique, il dit mais cette Morée, c'est la Virginie grecque. Et il prend parti pour les Grecs, et en fait, il va revenir plus tôt que prévu, pour se retrouver le 14 juillet à Toulon. Et il a entendu le nom de ces paysans grecs, qui étaient appelés par les Ottomans des brigands. Et c'est lui qui va, après, quand il arrive à Toulon, s'appeler le grand brigand. Donc c'est Charette qui lui-même se dénomine le grand brigand, à partir de l'expression utilisée par les Ottomans pour disqualifier les paysans grecs qui se soulevaient contre les Ottomans. Les paysans grecs, ils avaient une jupe avec 400 plis. 400 plis, un pli par année d'oppression ottomane. Voilà. Et donc Charette, qui était un homme cultivé, un homme fin, pardon de ce dernier hommage, mais c'est quand même le panache français. Le panache français. Merci messieurs. Voilà, merci à vous téléspectateurs. Nous sommes ce soir tous des brigands de France. Merci à vous.